Et donc, le deuxième sujet, avec cette question, on a compris que le Premier ministre voulait donner du pouvoir d'achat aux Français dans son budget 2026. Plusieurs pistes ont été lancées comme ça. Est-ce que déjà, il faut, alors qu'on a autant de déficit public, est-ce qu'il faut soutenir le pouvoir d'achat? Est-ce qu'on a les moyens financiers de le faire? Alors, moi, je vais être clair, je ne pense pas. C'est-à-dire qu'on va... Là, je suis surpris. Oui, non, mais on va bricoler. Non, mais c'est du bricolage. Vous ne reviendrez pas, hein? Vous ne reviendrez pas. Non, je reviendrai pas. Moi, je m'attendais à... Non, mais il faut soutenir le pouvoir d'achat, mais pas comme ça. C'est-à-dire, on voit bien, vous êtes... mais c'est l'arbre qui cache la forêt. On est en train de parler d'une copie budgétaire qu'on est censé rendre dans les prochains jours. Et qui est d'un redressement assez fort des comptes publics. Et là, ce qui sort en fait dans la presse, c'est des mesures qui sont censées soutenir le pouvoir d'achat. Défiscalisation, allègement des charges sociales sur les heures supplémentaires, déjà. Baisse de l'impôt sur le revenu pour les coûts payés au SMIC, retour de la prime Macron sur le partage de la valeur. Mais voilà, en fait, tout ça... Qui existe déjà. Non, mais voilà, qui existe plus ou moins déjà. Non, ce que je veux dire, c'est en fait, c'est un peu de l'affichage. C'est de l'affichage parce que vous voyez que, typiquement, la défiscalisation des heures sup, ça a été... développé et remis en place au cours du premier mandat d'Emmanuel Macron. Aujourd'hui, un couple au SMIC ne paye pas d'impôt sur le revenu, donc il faut montrer et quelle sera la mesure qui va être ciblée juste un peu au-dessus. La prime Macron, c'est une prime exceptionnelle. Et après, il y a l'histoire des donations. Mais tout ça, en fait... La baisse de la CSG proposée sur les bas salaires par le Parti Socialiste. Oui, mais ça coûte cher. C'est-à-dire que ça... L'OFCE qui lui dit ça coûte cher. Non, mais ça coûte cher. Mais moi, je n'ai pas de problème avec ça. Mais c'est-à-dire, où est-ce que vous trouvez l'argent? C'est-à-dire que c'est facile d'avoir des mesures comme ça qui, en fait, sont en plus des mesurettes. Au fond, ça n'a pas changé le quotidien des Français. Mais surtout, quand même, on met sous le tapis... Pour un couple gagnant 1 500 € par an, ça serait 1 920 €. Mais non, pour un couple gagnant 1 920 € par mois, par mois, ça serait 1 500 € de gains par an. Ah bon, mais on n'a pas eu le détail de la mesure, je suis désolé. CSG, c'est pas rien. Non, mais alors ça, c'est la proposition du Parti Socialiste. Oui, et là, on parle des propositions de Le Cornu. Oui. Non, mais le Parti Socialiste... Après, OK, vous faites un transfert de CSG. Je sais que c'est dans le débat actuel. C'est dire on va baisser la CSG des revenus du travail. Ouais. En gros, un point de CSG, à chaque fois, ça fait à peu près 10 milliards. Je vous rappelle que d'ailleurs, Emmanuel Macron l'a fait en 2018. Mais dans l'autre sens, il a baissé les cotisations sur le travail et il a augmenté la CSG. Mais ça n'a pas eu un succès phénoménal. Je crois que si on veut redonner du pouvoir d'achat, il faut redynamiser l'économie. Est-ce qu'il le faut et comment on le fait? Moi, d'abord, à court terme, la réponse au pouvoir d'achat va être très compliquée. Il faut dire qu'aujourd'hui, la situation ne permet pas, fiscalement, d'avoir beaucoup de marge de manœuvre pour soutenir le pouvoir d'achat. Et on dirait Agnès, là. Non, mais dirait la même chose. La question, elle est... Elle a trop échangé avec Agnès. Non, mais la question est budgétaire. Attendez, la question est budgétaire. Ou alors, vous faites des transferts. Mais la réalité, c'est que si vous devez faire 40, puis après 100 milliards, vous allez déjà avoir beaucoup de mesures budgétaires et fiscales. Donc, est-ce qu'on va en rajouter? Est-ce qu'on veut en rajouter? Est-ce qu'il faut d'ailleurs faire cet effort budgétaire-là d'ici à 2029? Ça, c'est une vraie question. Si les marchés financiers et l'Europe ne nous laisseraient pas un peu plus de temps, si on avait un vrai plan crédible. Mais alors, vous savez pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'on n'a pas de stabilité politique. Si vous aviez une crédibilité politique de dire, effectivement, je fais un demi-point de PIB d'ajustement structurel par an, sur 6 ans, ça me fait 3 points de PIB, je casse moins ma croissance, je lisse un peu les effets, je crée une stabilité, etc. Et en fait, ça serait pas mal. Pourquoi? Aujourd'hui, on voit bien que Le Cornu, son espérance de vie, on ne sait pas si elle est d'une année ou de quelques jours. Donc forcément, avoir un plan sur 5 ans, 7 ans, c'est un peu compliqué. Mais c'est pour ça. Donc du coup, pour satisfaire, enfin en tout cas une forme d'opinion publique, il y a des mesures comme ça qui sont annoncées, qui sont des mesures qui vont plutôt avoir un coût budgétaire même limité, parce qu'on voit qu'il n'y a pas... Pour des effets limités. Pour des effets limités, mais on ne parle pas des mesures qui fâchent. Des mesures qui fâchent, il va falloir en parler. Parce que la réalité, c'est est-ce qu'on fait une année blanche ou pas? Est-ce qu'on fait un gel de certaines prestations? Est-ce qu'on fait une année blanche sur... Année blanche, a priori, c'est oui, sauf sur... L'impôt sur le revenu, on le fait ou pas? Sur les petites retraites. Sauf sur les petites retraites. Est-ce qu'on le fait sur l'impôt sur le revenu? Qu'est-ce qu'on fait sur les collectivités locales? Est-ce qu'on les rembourse? Est-ce qu'on fait des franchises médicales? Vous allez répondre, parce que vous êtes d'accord avec lui au final. Non, mais je trouve que Mathieu est un peu dur sur certains aspects. C'est-à-dire, oui, la CSG sur les bas salaires, la proposition du PS, ça ne tient pas du tout la route parce que ce qui fait la puissance de la recette de la CSG, c'est justement que c'est proportionnel et qu'à un moment, voilà, ça permet quand même de financer, il ne faut pas l'oublier, une grosse partie de la Sécu. Enfin, c'est ça la réalité. Surtout, qui est déjà en déficit de 20 milliards. Non, mais voilà, surtout depuis ce que Mathieu a rappelé, la bascule de cotisations chômage et assurance maladie sur la CSG.
CSG. Bricolage. Bon, alors là, on fait ça quand on arrive, et puis après, à la fin, on fait l'inverse. Enfin, bon, ça n'a pas de sens. Donc, de toute façon, c'est pas une proposition, en réalité, le cornu qui est sur la table. Les Français veulent, et ils sont en attente qu'on les aide, notamment ceux qui en ont besoin, en matière de pouvoir d'achat. Elle fait alors quoi, là, Agnès? David, Elle réponds sur, par exemple, les heures supplémentaires. C'est vrai, Mathieu a dit, ça existe déjà. Mais par exemple, c'est plafonné à 7 500 € par an. On pourrait très bien déplafonner. On pourrait dire, ben voilà, il n'y a pas de plafond maximum, et ceux qui font plus d'heures supplémentaires que ça, c'est la mesure sous Nicolas Sarkozy d'ailleurs. C'est aussi défiscalisé. Après, c'est en partie désocialisé aujourd'hui. Ça veut dire quoi, en partie désocialisé? Il y a une partie, je ne vais pas rentrer dans tous les trucs techniques, mais il y a une partie des cotisations qui sautent, mais pas toutes. Donc on pourrait très bien désocialiser totalement. Ça coûterait de l'argent, puisque déjà, les heures sup aujourd'hui, ça coûte quand même à un certain niveau, parce que c'est 5 milliards. 5 milliards selon le Conseil des prélèvements obligatoires, avec quand même 2,4 sur tout ce qui est cotisation sociale et 1,7, je ne vais pas rentrer dans les autres détails, sur l'impôt sur le revenu. Donc oui, ça aurait un coût, mais ça va quand même dans le bon sens. C'est l'idée de dire il faut travailler plus. Il faut travailler plus, et ça fait partie des choses qui sont positives. Ensuite, l'histoire de la baisse d'impôt sur le revenu pour les couples au niveau du SMIC. Alors, tout le monde a un peu glosé sur la proposition, parce qu'en fait, n'importe qui fait la simulation sur le simulateur des impôts, vous voyez qu'en fait, avec 2 SMIC exactement, vous payez pas d'impôt. Mais il y a quand même un truc intéressant. Il y a une décote pour un célibataire qui est plus faible que 2 fois la décote du célibataire pour un couple. Il est là le problème. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes désavantagé quand vous êtes marié, puisque vous êtes à 3 200 € de décote, alors qu'un célibataire, il est à 1 900. Donc là, il y a un écart de 600. Non, mais je rentre un peu dans le dur du sujet. Mais il y a un écart de 600 qui explique en fait les écarts entre un célibataire qui est au SMIC et deux personnes mariées. Au-dessus du SMIC. Voilà. Donc c'est un peu au-dessus du SMIC. Après, il faut savoir aussi que jusqu'à 61 €, imaginons David, vous avez moins de 61 € d'impôt sur le revenu à payer, mais en fait, Bercy ne vous fait pas payer votre impôt, c'est cadeau. Voilà. Donc il faut que ce soit au-dessus. Donc tout ça, c'est quand même assez complexe. Et combien ça... D'où vient le 61 €? Apparemment, c'est que ça coûterait plus cher. Oui, l'administration de récupérer 60 €. Envoyer un mail. C'est ça. Bon, moi, ma question, juste, Agnès, ma question, c'est est-ce que... Non, je voudrais juste finir sur les transmissions-donations, parce qu'il y a quand même un truc intéressant, qui est repris d'ailleurs de mesures qui ont déjà été dans le débat public au moment des législatives, on s'en souvient. Le maire en avait parlé. C'était l'idée d'avoir une transmission plus importante possible en dégrèvement d'impôts pour les petits-enfants, par exemple. Et ça, moi, je trouve que ça va tout à fait dans le bon sens, parce que vu, l'espérance de vie qui s'est énormément accrue, et finalement que ce sont les plus âgés qui ont quand même le plus d'épargne et le plus de capacité. Mathieu vous dirait, tout dépend de comment est employé l'argent. Non, mais après, moi, au moins, l'avantage de ça, c'est de faire transmettre plus vite le capital. Vous ne changez rien au problème des inégalités, mais au moins, vous héritez plus jeune. C'est mieux que d'hériter à 60 ans. Mais parce qu'aujourd'hui... C'est du vécu, là, non? Non, mais c'est les travaux qui montrent qu'en fait, on hérite de plus en plus et de plus en plus tard. C'est ça. Aujourd'hui, un grand-père ou une grand-mère qui a 95 ans et les petits-enfants qui ont déjà 20 ans, et finalement, c'est pile le moment où ils ont besoin, dans leur vie, d'avoir un petit coup de pouce. Alors, c'est pas forcément un gros capital, mais déjà, parfois, ça peut servir. Un petit pécule. Et il n'y a pas que la question de l'investissement, il y a aussi la question, à un moment, de la consommation. Ceux-là, ils vont forcément consommer plus avec ce pécule. La question qu'on se pose, les amis, avant de passer au troisième débat, c'est de savoir si le Premier ministre, aujourd'hui, a les moyens d'augmenter le pouvoir d'achat des Français et qu'ils le ressentent. Parce qu'il y a les effets d'annonce, il y a fait qu'au final, si c'est des quenouilles... Vous vous rendez compte, là, il y a une attente, il y a une préoccupation. Mais la préoccupation... Vous faites un peu de politique, là. Oui, je vais faire de la politique à ce moment-là, mais si vous voulez. Mais d'abord, je crois qu'on le chiffre à peu près à 1,5 milliard. Les mesures, l'ensemble des mesures, 1,5 milliard. Répartis sur combien d'actifs? Sur à peu près 25 millions. Ouais. Donc vous arrivez à combien? Mais ça va changer, mais absolument pas... Enfin, ça va être, pour quelques ménages, ça va changer un petit peu. Mais s'il y a une attente forte du côté du pouvoir d'achat, il vaut mieux dire, écoutez, là, les marges de manœuvre, elles sont quand même extrêmement limitées. Si vous voulez améliorer le pouvoir d'achat, il y a des choses à faire. Mais c'est redynamiser l'économie.
Et c'est ça, il faut se... Donc baisser les impôts. Oui, mais le bricolage fiscal... Donc baisser les impôts. Non, mais bricolage fiscal, il faut arrêter. Honnêtement, il faut arrêter avec le bricolage fiscal. Enfin, faire des mesures qui soient un peu justes, effectivement, sur l'impôt sur le revenu, ok, mais c'est pas ça qui relance le pouvoir d'achat. C'est une mesure un peu de justice fiscale là-dessus, ok. Mais la réalité, c'est que, en fait, augmenter le pouvoir d'achat quand vous n'avez pas de croissance, ça passe forcément par des déficits supplémentaires. Enfin, je veux dire, ce qu'on a fait jusqu'à présent, financer le pouvoir d'achat à crédit. Donc la question c'est, voilà, mais si vous voulez augmenter le pouvoir d'achat, il faut plus de croissance, il faut une dynamique économique, il faut plus de productivité, il faut de l'innovation, etc. Et ça malheureusement, ça ne se décrète pas. Sinon, vous allez dans le bricolage fiscal et ça pose quand même un certain nombre de problèmes. En tout cas, sur cet aspect budgétaire, c'est une évidence que vous n'allez pas rendre du pouvoir d'achat comme ça aux Français. Même si l'attente elle est forte, clairement, moi ce que je pense, et là je vous le dis, hein, c'est que, non, mais il y a une question sur la dynamique des salaires. Ça c'est clair, les salaires ont moins augmenté que le pouvoir d'achat global, en réalité les revenus du travail ont moins augmenté que d'autres types de revenus, y compris des prestations sociales, retraites, etc. Et donc il y a une attente du côté des salaires. Est-ce que les entreprises ont les moyens d'augmenter ou pas les salaires? Ça, c'est une réalité, c'est la question qu'il faudrait se poser, premièrement. Deuxièmement, on a un autre problème, c'est que, et on a lâché ce débat, qui est la question de la smicardisation de la société. Moi, je ne pense pas, et je vais peut-être vous choquer, je ne suis pas sûr que le SMIC soit si bas que ça, en fait, en France, avec la prime d'activité, etc. Le problème, c'est que les gens restent collés au SMIC. Et qu'en fait, vous n'avez pas de dynamique salariale. Et qu'il y a énormément de gens qui vivent toute leur vie entre le SMIC et 2 000 euros. Et en fait, quand vous êtes jeune, vous arrivez sur le marché du travail, vous n'êtes pas diplômé, que ce soit au SMIC avec une prime d'activité, vous êtes autour de 1 700 euros net par mois. Par contre, le salaire net médian, après impôt, il est à peu près autour de 2 000, 2 100 en France. Ça veut dire que vous avez énormément de personnes qui sont tassées entre ce niveau du salaire minimum et ce médian. Et vous faites quoi alors ? Eh bien, il faut réfléchir à recréer une dynamique salariale. Alors moi, j'aimerais répondre à ça. Ce qui est important, et pourquoi ? Mais parce qu'on a aussi un système d'exonération de cotisations patronales, 80 milliards d'exonérations qui sont très concentrés sur les bas salaires. On a un système qui est fagoté fiscalement pour désinciter à l'augmentation de salaire. Mais je suis complètement d'accord. Et ça a été poussé par qui ? Ça a été poussé par des tas d'économistes qui sont allés voir les politiques à l'Élysée ou à Matignon. Et qu'est-ce qu'ils leur ont vendu ? Ils leur ont vendu, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, vous allez faire des tonnes d'emplois en baissant les charges au niveau du SMIC, et le reste, on s'en fout. Qu'est-ce qui s'est passé derrière ? Et nous, on a fait une étude à la Fondation IFRAP qui est passionnante de ce point de vue. C'est qu'ils ont allégé tout au niveau du SMIC. Et après, ça fait 30 ans, hein, 30 ans de superposition de mais les allègements au niveau du SMIC, ils sont payés par qui ? Ils sont payés par les salaires au-delà de 3 SMIC. Nous, on l'a montré, ça. C'est 24 milliards de cotisations en plus en France par rapport à l'Allemagne, au-delà de 3 SMIC. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on pénalise, en fait, la montée des salaires en France, parce qu'on désincite à avoir... au profil de ces... Non, mais attends, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Les boîtes, notamment les boîtes qui sont implantées dans plusieurs pays européens, et heureusement, il y en a plein, mais qu'est-ce qu'elles ont fait ? Les plus hauts salaires, ils ne sont plus en France. Et ça fait belle lurette qui sont passés de l'autre côté de la frontière. Et donc, on a 500 000 emplois au-delà de 3 SMIC qui nous manquent. Et par rapport aux Allemands, on a 500 000 emplois en plus au scotché au niveau du SMIC. Donc, peut-être qu'à un moment, il faut se poser la question, est-ce qu'on a vraiment envie de créer une économie qui permet de monter dans l'échelle des salaires? Parce que quand on dit aux gens... donc il faut revoir ce profil-là, du coup. Mais il faut revoir tout le modèle social français. Parce que si on se dit le modèle social, il est tellement cher qu'il faut absolument taper les hauts salaires pour pouvoir le financer, et au bout d'un moment, plus personne, et c'est la smicardisation, plus personne ne fait monter dans l'échelle des salaires dans notre pays. Ça coûte trop cher en boîte. Mais ça coûte trop cher. C'est ça le sujet. Mais ça coûte trop cher. Mais d'ailleurs, vous admettez ou pas que ça coûte trop cher en boîte? Non, mais d'ailleurs. Alors, moi, ce que j'admets, c'est qu'on a quelque chose qui est assez singulier et qui est à la France, hein, effectivement, c'est d'avoir fait quelque chose où, aujourd'hui, et ça peut-être on le dit pas assez, hein, les cotisations patronales après exonération au niveau du salaire minimum sont parmi les plus basses de l'OCDE. On a quasiment plus de cotisations patronales au niveau du SMIC. Et vous prenez 2 fois le SMIC, on a les cotisations patronales les plus élevées de l'OCDE. Vous dites la même chose, là. Hein. Oui, mais donc on a un problème de grand écart. C'est-à-dire, oui, mais alors, le problème qu'on a, c'est que vous avez un bloc de 80 milliards d'exonération et que si vous touchez à tout ça, forcément, si vous remontez sur les bas salaires pour diminuer un peu sur les plus hauts salaires, pour recréer un peu de dynamisme comme ça, vous allez augmenter le coût du travail au niveau des bas salaires et du SMIC. Oui, mais et donc ça plaît pas. Et ça va pas plaire aux emplois de service, de la restauration, du BTP, des services à la personne, etc. En réalité... Et donc vous avez un problème entre des enjeux qui sont des enjeux
de compétitivité, d'attractivité, y compris sur les personnes les plus qualifiées, versus un enjeu d'emploi. Et en fait, on a fait des politiques de l'offre qui sont faites des politiques d'emploi qui visent à enrichir la croissance et l'emploi. Il y a deux éléments. Et après, on passe au troisième débat. 30 quand on paye 100 en France, qu'est-ce qu'on a dans la poche après impôt sur le revenu? C'est autour de 46 ou 47 euros en réalité. Quand vous regardez les mêmes chiffres au niveau européen, c'est 58 euros. Vous allez en Suisse, c'est 70 euros. Vous allez en Espagne, c'est 60 euros. Donc, l'écart, c'est le modèle social. C'est le modèle social. Après, il y a des salaires différents dedans, il y a les retraites. Non, mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à la fin, on a beaucoup moins dans la poche pour 100 qui est versé par l'employeur. C'est un problème. C'est le problème du pouvoir d'achat français. Il vient du fait que c'est l'État et la Sécu qui prélèvent trop. C'est beaucoup le modèle social, on est d'accord. Par exemple, sur les cotisations aujourd'hui, je vous coupe, mais sur la fiche de paie, aujourd'hui, quand vous regardez les cotisations salariées qui sont payées, c'est essentiellement des cotisations retraite aujourd'hui, plus les complémentaires, et c'est la CSG qui finance la santé. Mais vous savez donc en fait, pas beaucoup de non, il y a pas. En fait, on a tout un débat sur le financement de la protection sociale. Effectivement, le travail ne doit pas financer ce qu'on appelle les prestations universelles. Et notamment dans les prestations universelles, vous avez les allocations familiales, vous avez un certain nombre de choses. Et là, aujourd'hui, ce qu'on finance, en fait, à travers le travail, enfin, en tout cas, du côté du salarié, c'est de la santé et de la retraite, désormais. Alors, on pourrait peut-être faire un petit effort du côté de la CSG santé. Mais vous l'avez dit. Mais par contre, il va falloir du coup monter la CSG sur les retraités. Vous l'avez dit tout à l'heure vous-même, ce qui est exorbitant par rapport aux autres pays, ce sont les cotisations employeurs. Nous avons une répartition des cotisations. J'ai parlé des exonérations aussi. Hein, oui, mais nous avons une répartition 25-75, c'est-à-dire 75% de cotisations employeurs, 25% de cotisations salariales. Alors que dans tous les autres pays, quand le patron met 1 euro dans la machine sociale, le salarié il met aussi 1 euro. C'est réparti à 50-50 dans quasiment tous les pays. À la fin, ça ne changerait pas tant que ça. Non, mais oui, mais ça change quelque chose par rapport à la question. Parce que qui a la notion de son super brut? Oui, combien il coûte au total à la boîte? Personne ne l'a la notion. Mais la négociation, en réalité, devrait se porter là-dessus. Mais personne ne l'a la notion du super brut. Et nous, on a le super brut le plus cher par rapport au reste in the pocket le plus faible. Donc, il y a un moment où ça passe pas. Mais c'est là que je voudrais répondre à David de façon très très courte. Si on veut du pouvoir d'achat pour les Français, il faut baisser le coût du modèle social. Donc, il faut baisser la dépense sociale, il faut baisser la dépense publique. À un moment, il faut la contrôler. La dépense sociale, c'est principalement... c'est quoi la dépense sociale? C'est principalement les retraites, du coup. Oui, mais il n'y a pas que ça. Il y a par exemple la santé. La santé, aujourd'hui, la dépense de santé, elle est pas pilotée du tout. Les transports sanitaires, quand vous êtes à quasiment 7 milliards de transports sanitaires, il y a un problème. Il y a un gros problème. Du coup, il va falloir déjà faire des économies pour réduire le déficit à venir de la sécurité sociale. Vous savez bien, Mathieu, en plus... qu'il suffit qu'on mette une franchise plus importante sur le transport sanitaire et qu'on la fasse vraiment payer. Mais ça ne va pas résoudre tout le problème de la dépense de santé. Mais ça vous peut permettre de l'ordre de 1 à 2 milliards d'euros d'économie déjà. Si sur plein de petites mesures comme ça, nous on a fait un sondage sur Non, vous avez fait une étude. On a un sondage au Doxa sur le maximum que les Français sont d'accord pour qu'un couple ou un ménage en général touche en aide sociale cumulée. 1 500 euros pour 72% des Français, ça ne doit pas dépasser 1 500 euros par mois. Mais si vous faites ça, vous avez entre 8 et 10 milliards d'euros d'économies par an. Mais donc, les économies sur le modèle social... Juste, je termine là-dessus. De toute façon, il va falloir passer à la loupe et au crible. Bien sûr. Et là, c'est là où ça va être difficile politiquement, c'est qu'il va falloir le faire, mais pas pour redonner du pouvoir d'achat. C'est pour réduire le déficit. Une fois de plus, on va se retrouver contre ce que vous avez dit. En réalité, cette somme de plusieurs milliards, en fait, elle va permettre, et c'est un peu ce que regarde Bercy aujourd'hui, en réalité, à la fois sur les franchises médicales, sur les transports sanitaires, il y a déjà eu des histoires là-dessus. C'est pour combler le trou. Oui, mais Mathieu, alors là, il y a deux étapes dans la réflexion. Il y a une réflexion court terme, c'est comment on gère notamment 2026, 2027. Court terme, il est jusqu'à 2030 presque. 2028, et puis après, comment on transforme le modèle pour que ce soit un modèle qui est créateur de richesse et qui permet à chacun de vivre de son travail correctement. Et ça, si on ne fait pas déjà la première étape de réduire le déficit, jamais on pourra réduire la pression sur les revenus. La première étape, on est d'accord. Et pour ça, il faut, les amis... Mais alors, réformer un pays, ce n'est pas en 6 mois. C'est-à-dire, il y a souvent des difficultés à comprendre là, dans le débat public de certains qui disent « vous ne faites pas des réformes structurelles pour l'année prochaine ». Ben non, l'année blanche, en fait, c'est un peu une des mesures qui peut être appliquée pour 2026 parce qu'on ne fait pas des réorganisations structurelles en 6 mois. En revanche,
se poser la question du nombre d'organismes qu'on a mais ça est déjà sur le... dans la santé, les opérateurs qui doublonnent avec le ministère, mais c'est sur la table. qui doublonnent avec la Caisse nationale d'assurance maladie. Croyez-moi, elle en a un rayon. Non, mais il y a 119 milliards de surcoût de production de nos services publics tous les ans, c'est les chiffres OCDE, 119 milliards d'euros, parce qu'on a plus de caisses sociales qu'ailleurs, parce qu'on a plus de collectivités locales, parce qu'on a plus d'agences de l'État qui doublonnent avec les ministères, Non, mais très bien. Non, mais ça fait des années qu'on le dit, ça. Ça fait des années qu'on le dit, ça. Donc, il y a un problème politique, c'est-à-dire comment ça se fait qu'on n'arrive pas à réduire cette dépense, cette forme de suradministration, comme vous la décrivez. Moi, je crois que, en fait, quand vous regardez les chiffres, il y a une partie qui est liée à ça, mais il y a une partie qui est liée à des impacts multiples, mais une qui est liée aux crises qu'on a vécues, Covid, crise énergétique, mais il y a aussi l'effet des vieillissements qu'on a peut-être sous-estimés et qui engendrent des dépenses très importantes. Et puis, on a un autre problème, c'est le côté recette. C'est-à-dire qu'on a compté beaucoup sur la croissance pour alimenter le il financement. me fait ma transition. Et voilà, je fais sa transition. C'est-à-dire que, généralement, et vous le voyez ça, la crise, en fait, depuis 2008, en fait, on a eu des marges d'escalier sur la croissance. Et que la croissance, en fait, c'est quoi? C'est nos recettes fiscales. C'est nos recettes fiscales. Et donc, avec une croissance plus faible, là, vous êtes bien embêtés, en fait. Et bien, justement, le troisième débat, on en parle.